Tout le monde connaît Google. Chaque jour, on utilise leurs services sans même y penser. Tu cherches une info sur leur moteur de recherche. Tu peux chercher un itinéraire sur Google Maps. Tu peux te détendre ou t'informer sur YouTube. Alors maintenant, pour comprendre Alphabet, il faut revenir en arrière, comprendre l'histoire de Google. Tout commence en 1996 à l'Université de Stanford en Californie, où deux étudiants, Larry Page, Serge Brin, travaillent sur un moteur de recherche appelé Backrub. Le moteur s'appelle d'abord Backrub avant d'être renommé Google. Un jeu de mots sur Google, le chiffre 1 suivi de 100 zéros pour symboliser leur mission d'organiser une immense quantité d'informations. L'idée est simple, mais révolutionnaire. Classer les pages web en fonction de leurs liens entrants, ce que l'on appellera plus tard le PageRank. Faut savoir qu'aux prémices d'Internet, les pages web étaient difficilement trouvables, sauf si tu avais l'adresse exacte du site Internet. Tu pouvais difficilement faire une recherche sur un thème précis ou sur un mot-clé. C'est là où Google a eu cette idée révolutionnaire: faciliter la recherche sur Internet. Donc, en 1998, fondation officielle. Le 4 septembre 1998, Google Inc. est officiellement fondé. Leur premier bureau est un garage à Menlo Park, en Californie. Leur premier investisseur majeur est Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems, qui leur donne 100 000 $. Et leur vision est claire: organiser l'information du monde et la rendre universellement accessible et utile. Et là, le succès est fulgurant. En quelques mois, Google devient le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Et il devient le moteur de recherche par défaut de Yahoo, à l'époque très populaire. Lancement de Google AdWords, un système de publicité ciblée qui deviendra une immense source de revenus. Le moteur commence à indexer plus d'1 milliard de pages, une première à l'époque. Mais la petite Google ne s'arrête pas là. Et dès les années 2000, Google diversifie ses services dans la messagerie avec Gmail, créé en 2004. La cartographie. Avec le lancement de Google Maps en 2005, YouTube, racheté en 2006, qui est devenu aujourd'hui un des sites les plus consultés au monde, et Android, le système d'exploitation le plus utilisé sur smartphone, racheté en 2005, et qui permet à Google d'être dans la poche de milliards d'êtres humains. En moins de 10 ans, Google est passé d'un projet étudiant à une entreprise incontournable qui a révolutionné notre façon de consommer Internet et notre accès à l'information. En 2015, Larry Page, Serge Brin décident de créer une nouvelle structure. À ce moment-là, Google était déjà un mastodonte, moteur de recherche, YouTube, Android, le navigateur Chrome, Google Maps, mais aussi des projets ambitieux, moins connus comme les taxis autonomes Waymo ou les laboratoires de biotechnologie Calico. Le problème, c'est que tout était mélangé dans les comptes et qu'aux yeux des investisseurs, on avait du mal à séparer les activités. Et donc, l'idée derrière la création d'Alphabet, c'est de séparer la machine à cache Google des projets plus futuristes qu'on appelle les moonshots chez Google. Et donc, depuis 2015, Alphabet, la maison mère de Google, possède 3 pôles. Le premier, c'est Google Services, à savoir le moteur de recherche, YouTube, Android, le Play Store, les pixels, Google Chrome, bref, tout ce que tu connais. Le deuxième pilier d'Alphabet correspond à Google Cloud, qui est toute la partie infrastructure cloud destinée aux entreprises. Et oui, les géants du web, les éditeurs de logiciels, les entreprises privées ont besoin d'héberger des données, ont besoin d'utiliser de l'IA dans le cloud. Et tout ça, Google va le proposer à des entreprises clientes et le facturer à ces entreprises. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la partie Overbytes, ou autre paris en français, qui désigne les projets futuristes, les voitures autonomes, les laboratoires en biotechnologie, l'IA à avancer. Bref, Google parle clairement de Overbytes dans son rapport annuel. C'est des paris, c'est incertain. Et on va voir que financièrement, ça consomme beaucoup d'argent. Le résultat aujourd'hui est stratosphérique, puisqu'Alphabet se classe parmi les 5 plus grandes capitalisations au monde, donc les 5 entreprises qui ont la plus forte valeur avec plus de 1 800 $ de capitalisation. Bref, c'est un géant. Et donc maintenant, passons au cœur du sujet.
à savoir la publicité, puisque c'est elle qui finance tout le reste et qui a permis à Alphabet de devenir un géant. Et donc là, accroche-toi, les chiffres sont très importants. En 2024, Alphabet a généré 264,6 milliards de dollars de revenus publicitaires, soit 76% de son chiffre d'affaires total. Alors comment ça marche? Déjà, le moteur de recherche Google génère à lui seul 198 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous tapez sur Google « Plombier Paris pas cher » ou « Vacances en Grèce », vous allez tomber sur des liens sponsorisés. Et ça veut dire quoi un lien sponsorisé? Ça veut dire qu'une entreprise va payer Google pour être positionnée en haut de votre recherche. Et quand vous cliquez sur ce lien derrière, il y a une enchère et l'entreprise va payer à chaque clic. Et c'est là le génie de Google. C'est d'avoir permis à des entreprises du monde entier, dans tous les secteurs d'activité et pour tous les budgets, de diffuser une publicité sur Internet. Il y a des géants du web qui ont des budgets publicitaires qui se comptent en dizaines, voire en centaines de millions d'euros sur Google, et un coiffeur à Toulouse qui veut mettre en avant son site et être référencé sur Google Maps en lien sponsorisé pourra le faire également. Bref, c'est ça la magie de Google. C'est d'attirer des revenus publicitaires quasiment dans tous les secteurs d'activité et pour toutes les entreprises du monde. Donc, en plus du moteur de recherche, vous avez également YouTube qui génère 36 milliards de chiffre d'affaires en 2024 rien qu'avec la publicité, celle avant, pendant ou après les vidéos ou celle basée sur le site tout simplement. Et enfin Google Network qui va correspondre à des publicités affichées sur des apps ou des sites partenaires de Google, le fameux AdSense qui rapporte encore 30 milliards de dollars en 2024 à Google. Donc si tu vas sur un blog sur le kayak par exemple et que tu cliques sur une bannière publicitaire, ça va encore rapporter à Google même si tu n'es pas allé sur le site Google. Bref, ce système est redoutablement efficace et incroyablement rentable. La marge opérationnelle de la branche Google Services est d'environ 40%. Donc le résultat opérationnel de la branche Google Services s'élève à 105,84 milliards de dollars en 2024. Et la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel est très simple à comprendre. On va déduire les coûts d'exploitation, les salaires, les loyers, les infrastructures informatiques, tout ce qui a permis à Google de produire son service, de générer son service et de le vendre. Et là, 105 milliards juste pour cette activité. Si on ramène ce résultat opérationnel à la journée, si je divise par 365, nous sommes presque à 300 millions d'euros de résultats opérationnels par jour. Ça veut dire que pour chaque dollar dépensé par un annonceur, par une entreprise qui veut s'afficher sur les sites de Google, un peu moins de la moitié reste dans la poche de Google en bénéfice opérationnel. Et c'est ça qui finance tous les autres projets, notamment la partie cloud ou les overbets qui sont des projets futuristes qui coûtent une fortune. Mais Alphabet sait qu'elle ne peut pas rester éternellement dépendante de la publicité. Alors, depuis quelques années, elle accélère sa diversification. Premier pilier, Google Cloud, donc les services de cloud vendus uniquement aux entreprises. En 2024, le cloud a généré 43,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 31% par rapport à 2023. Et surtout, et pour la première fois, domination et controverse, Android devient le système d'exploitation mobile le plus utilisé au monde. Google est accusé de monopole et de collecte excessive de données. Plusieurs amendes par l'Union européenne. Malgré tout, Google continue à développer l'intelligence artificielle, la recherche vocale et des services comme Google Assistant, Pixel, Google Cloud, etc. Google a dégagé du bénéfice de son activité cloud. 6,1 milliards de dollars de bénéfices en 2024, soit une marge de 14%. Et sur le premier semestre 2025, Google a déjà généré plus de 13 milliards de bénéfices sur sa partie cloud. Et avec une marge de plus de 20%, l'activité devient de plus en plus rentable. Les investissements colossaux commencent à porter leurs fruits. Et donc, enfin, le cloud devient un moteur de croissance. Et c'est stratégique, puisque Google veut concurrencer Microsoft avec sa solution Azure.
et Amazon avec son fameux AWS, Amazon Web Services, le leader des infrastructures cloud aux entreprises. Deuxième pilier de diversification pour Google, les abonnements et les produits physiques. YouTube Premium et YouTube Music ont dépassé les 125 millions d'abonnés dans le monde. Google One, le service de stockage pour les particuliers, attire également de millions de clients. Côté matériel, il y a les fameux Pixel, ou les thermostats et la maison connectée Nest. Et en 2024, Google lance Bard, un assistant IA conversationnel, pour concurrencer ChatGPT. Bard est intégré à Google Search pour créer une nouvelle façon de chercher l'information. Cette activité a généré 40,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est encore petit comparé à la publicité. Néanmoins, cette activité se développe année après année et commence à prendre une part plus en plus importante dans le business de Google. Ensuite, il y a les fameux overbets. Ici, on est presque dans la science-fiction. Il y a tout d'abord Waymo, l'entreprise de taxi autonome de Google, qui réalise déjà plus de 200 000 trajets payants par semaine dans certaines villes américaines qui ont autorisé l'application. Il y a aussi Verily et Calico, deux projets qui visent à révolutionner la santé et la lutte contre le vieillissement. On a aussi Wing, une société de livraison par drone, et bien sûr DeepMind, un des pionniers de l'intelligence artificielle. Mais là, sur le plan financier, c'est une autre histoire. L'activité Overbets a généré 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires, ce qui en soi n'est pas du tout un montant ridicule, mais par contre a généré plus de 4 milliards de dollars de pertes. Et donc ces gouffres financiers sont plutôt des paris à long terme financés par la publicité. Donc si on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'Alphabet, c'est vraiment une machine à cash. Chiffre d'affaires 2024, 350 milliards de dollars, plus 14% par rapport à 2023. Sur ces 350 milliards de chiffre d'affaires, Google réalise un bénéfice opérationnel de 112 milliards de dollars, puisque la marge opérationnelle s'élève à 32%. C'est énorme. Et au final, le bénéfice net, une fois qu'on a payé les impôts, l'amortissement de toutes les constructions, les salariés, bref, quand tout est payé à la fin de l'année, le bénéfice net de Google s'élève à 100 milliards de dollars pour l'année 2024, une hausse de 36% par rapport à 2023. Peu d'entreprises dans le monde ont une telle puissance financière. Ce cash flow, ces bénéfices, sont aussi majoritairement réinvestis, puisque Google est une des entreprises qui investit le plus dans le monde. Dans le rapport financier de 2024, la ligne CAPEX, pour Capital Expenditure, bref, les investissements, s'élève à plus de 50 milliards de dollars. Cette enveloppe, elle sert surtout à innover, construire des data centers. Imaginez l'intelligence artificielle de demain avec Gemini. Bref, l'objectif, c'est investir pour toujours garder un temps d'avance et maintenir cette position quasiment hégémonique sur le web. Mais cette puissance financière ne sert pas qu'à financer des projets ambitieux. Elle permet aussi de proposer des super avantages aux salariés. Et clairement, la culture d'entreprise chez Google est assez unique. Google compte environ 180 000 salariés dans le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de travailler chez eux. Le salaire annuel moyen chez Google est estimé à 250 000 dollars par an, tiré à la hausse en grande partie par les ingénieurs et parfois des bonus en actions. Mais Google est une entreprise qui propose un salaire moyen très élevé et potentiellement un des plus élevés au monde. Alors forcément, la contrepartie, c'est peut-être un temps de travail très élevé, une pression pour sortir des projets dans les temps. Le travail est parfois exigeant, intense, mais compensé par une forte flexibilité et une culture d'entreprise qui favorise la créativité des salariés. Et les avantages sont légendaires. Tous les salariés bénéficient d'un repas gratuit le midi et le soir pour ceux qui restent travailler. Il y a également des navettes gratuites pour aller au campus de Google, salle de sport, des cours de yoga, des cours de massage. Pour les familles, on peut y aller avec les enfants et les déposer à la crèche du campus. Bref, le Googleplex, à savoir le siège de Mountain View, est une mini-ville avec toutes les infrastructures nécessaires pour que les salariés se sentent bien. Tu pourrais y retrouver des restaurants, des parcs, un service de vélo en libre service gratuit. Et au-delà du confort, je pense surtout qu'il y a une vision. Depuis le départ, Google s'est donné une mission: organiser toute l'information du monde et la rendre universellement accessible et utile. Et pour que Google réussisse à atteindre son objectif,
Il faut que les salariés partagent la vision et se sentent bien dans leur environnement de travail. Et c'est pour ça que Google a été pionnière dans l'amélioration de la qualité de vie au travail, notamment via des infrastructures magnifiques. D'ailleurs, la vision et la mission de Google est en train d'évoluer aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Sundar Pichai, l'actuel CEO de Google, parle de l'IA comme la révolution technologique la plus importante de notre temps, encore plus importante que Internet ou le développement du smartphone. Et d'ailleurs, l'IA est un vrai défi pour Google. On se rend compte que OpenAI, avec ChatGPT, a pris une longueur d'avance face à Gemini et d'autres acteurs comme Claude d'Anthropic. Perplexity, le français Mistral avec son LLM-le, propose ce qui pourrait être apparenté une alternative à Google. Et si demain les jeunes générations utilisent plus facilement un LM-le type ChatGPT pour poser une question et obtenir une réponse structurée, une requête Google demandant à aller consulter plusieurs sites internet, clairement, la position hégémonique de notre moteur de recherche préféré pourrait être remise en cause. Et le dernier défi de Google est aussi un défi juridique, puisqu'actuellement, il y a un procès antitrust contre Google aux États-Unis et en Europe. Et la position quasiment de monopole de Google sur le moteur de recherche pourrait l'obliger à céder une partie de ses actifs. Par exemple, Chrome, qui a fait l'objet d'une offre d'achat non sollicitée de la part de Perplexity, qui pourrait racheter Chrome si Google était obligé de le vendre. Bref, Google est un mastodonte et il se pourrait bien que la situation évolue dans les années futures. En résumé, Alphabet, c'est comme une régie publicitaire ultra rentable, qui finance des projets futuristes et qui diversifie ses activités dans le cloud et l'intelligence artificielle. C'est une entreprise qui combine une puissance financière gigantesque, une culture d'entreprise qui fait rêver et une ambition colossale. Mais la vraie question qui reste ouverte, mais dans 10 ans, Alphabet sera-t-elle encore une machine à pub